Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute petite caméra, la DJI Osmo Nano. 52 grammes de concentré de technologie. Mais alors, est-ce que cette caméra, dans ce format aussi réduit, est capable de restituer de belles images, surtout dans un usage très sportif, comme j'ai l'habitude d'utiliser ces petites action cam? Eh bien, on va voir ça ensemble, tout de suite dans ce test. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a quelques petites particularités avec cette mini caméra. Première chose, on peut désolidariser la tête de caméra de son module de transmission. Vous voyez les deux ici séparés. Pour les solidariser, c'est très simple, hein, il suffit hop, clac, clac, et voilà. Là maintenant, c'est solidarisé. Alors ça présente un certain nombre d'avantages, comme par exemple pouvoir voir son cadrage lorsque l'on a la caméra qui est placée dans un endroit un petit peu exigu. Eh bien on a un retour vidéo directement sur le petit écran et c'est quand même assez pratique. Mais il y a toujours un mais, vous le savez, le petit écran en question est minuscule, 1,9 pouces, il n'est pas très lumineux, ce qui fait qu'à l'extérieur, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas voir le cadrage suffisamment correctement pour pouvoir l'ajuster. Donc ça, c'est vraiment un gros inconvénient. On peut y remédier avec l'application Mimo sur son téléphone, sur son smartphone, puisque là, on a un écran, bien sûr, beaucoup plus grand et lumineux en fonction de votre téléphone, et vous allez avoir un retour vidéo qui tient vraiment la route. Mais on perd un petit peu le côté pratique, immédiat. Et pour mon usage, en particulier sur le vélo, le VTT, en footing, bref, dans toutes les activités sportives que je peux faire, c'est pas très pratique de sortir son téléphone, de vérifier sur l'application. C'est pas ça l'usage que je veux, run and gun de cette mini caméra, extrêmement légère, que l'on peut placer dans plein d'endroits. Je veux pas m'embêter avec en plus d'autres matériels. Donc voilà, ça c'est un inconvénient, cet écran est vraiment minuscule. J'aurais préféré une tête de caméra de la même taille, avec vraiment un corps très réduit, très léger, que l'on va placer dans des tas d'endroits différents, mais un module de transmission un petit peu plus grand, avec un écran à la fois plus lumineux et plus grand. De plus, le tactile de cet écran n'est pas formidable. Impossible bien sûr de l'utiliser avec des gants, y compris des gants faits pour le tactile. C'est vraiment trop petit et pas assez sensible. Et même sans gants, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir sélectionner la bonne commande ou dans un délai trop long. Vraiment, l'écran vraiment à perfectionner du côté de chez DJI pour la version 2. J'attends des efforts de ce côté-là. Le module de transmission, puisqu'on en est à ce module, a également une carte mémoire, une micro SD, qui permet de télécharger tout ce que l'on a filmé avec la tête de caméra sur le module de transmission. Ça a un avantage, on peut avoir comme ça une sauvegarde physique sur sa carte. Sinon, on peut aussi décharger directement les images de la tête de caméra par un câble USB-C branché sur son ordinateur. La caméra monte sur le bureau et devient lisible par votre logiciel. Alors on va essayer de passer en revue ensemble un certain nombre de points qui m'ont marqué lors de l'utilisation, je le répète, assez sportive de cette Nano. Cette caméra, pour moi, elle est faite pour aller dehors, pour bouger, pour faire du sport et avoir quelque chose de très remuant. C'est pas une caméra faite pour du studio, même pour du vlog, ça me paraît pas forcément la plus adaptée. Je lui préfère de très loin une Osmo Pocket qui est bien plus adaptée. Mais là aussi, si on n'a que cette caméra-là, eh bien ça peut dépanner. Voilà un essai sur du vlog avec trois caméras, le 17 Pro, l'Osmo Pocket 3 et bien sûr l'Osmo Nano. Vous avez les trois images en vlog, utilisables bien sûr, avec quelques petites caractéristiques différentes quand même. On voit tout de suite au niveau de la stabilisation en vlog et d'une façon plus générale ce que ça peut donner en stabilisation avec ces trois caméras. Il faut quand même savoir qu'elle va chauffer si vous avez un usage prolongé continu entre 20 et 50 minutes suivant les modes d'utilisation et la température ambiante. Au bout de ces 20 à 50 minutes, elle va s'éteindre pour surchauffe.
Dans mon cas, j'ai jamais eu de problème parce que d'abord, je suis souvent dehors, qu'en ce moment c'est plutôt 0 ou en dessous de 0 degré, et je ne fais que des prises de vue courtes, des petites séquences que je vais utiliser la plupart du temps en illustration sur mes films filmés avec d'autres caméras. Voilà pour le contexte. Alors ensuite, quel défaut j'ai trouvé à cette nano? On a bien une stabilisation de l'horizon, mais lorsque je sélectionne cette option dans le menu, je n'ai plus accès à la vision large ou ultra large, donc l'angle de vision redevient assez fermé, ce qui peut être un inconvénient lorsqu'on a une prise de vue par exemple sur un casque ou sur un harnais poitrine, et là on a quelque chose qui est très souvent un peu trop réduit. Puisqu'on est dans le choix des stabilisations, vous avez le mode de stabilisation sport ou normal. Il faut savoir qu'en sport, si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, ce qui n'est peut-être pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, sachez-le, lorsque vous sélectionnez le mode sport, vous avez un scintillement des LED qui est assez marqué, qui est un peu moins présent lorsqu'on met le mode de sélection normal. Autre inconvénient, mais là c'est pratiquement pour toutes les action cam, lorsque la stabilisation est activée, ce que l'on fait bien sûr la plupart du temps, et que l'on a une lumière qui est un petit peu déficiente, lorsque vous avez des conditions de pénombre ou même de sous-bois en VTT, il faut savoir que la stabilisation a beaucoup de mal à stabiliser l'image, ce qui n'apparaît absolument pas lorsque la lumière est bonne, mais dès que la lumière baisse, vous allez être confronté à ce problème. C'est un problème récurrent de pratiquement toutes les action cam qui est variable en fonction de la vitesse du shutter et de la luminosité, mais c'est souvent assez embêtant. Ce module de transmission est assez pratique, il permet d'accéder à un certain nombre de menus pour régler parfaitement votre caméra. Il permet aussi de relire les rushs que vous venez de tourner avec la tête de caméra à condition, et c'est une condition malheureusement assez pénalisante, à condition de refixer la tête de caméra sur le module de transmission. Pas moyen de lire en direct, à distance, ce que vous venez de tourner. Il faut pour cela utiliser l'application Mimo sur votre smartphone, ce qui est très facile, très lisible, mais là encore, comme pour tout à l'heure, visualiser son cadrage, c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai pas envie sur une toute petite caméra comme ça, une caméra d'action que je vais prendre dans des moments de sport intense, j'ai pas envie de ressortir mon smartphone, d'avoir encore une manipulation, un risque de casse sur le smartphone. Bref, c'est pas comme ça que j'entends utiliser une mini action cam. Donc c'est une solution de dépannage, mais qui ne me satisfait pas totalement. Toujours au sujet de ce module de transmission, il faut savoir aussi qu'il n'est pas étanche. La tête de caméra est étanche à 10 mètres, mais le module de transmission est simplement résistant aux éclaboussures. Alors ça veut tout dire, ça veut rien dire. J'ai fait plusieurs sorties en VTT avec le module de transmission sur le guidon et la tête de caméra ailleurs pour faire des images. Là aussi, même si on a simplement des projections de boue, de poussière, d'eau lorsqu'on fait du VTT, ça peut être un petit peu dommageable pour ce module de transmission, donc j'aurais aimé au moins une étanchéité, une IP57, étanchéité à 1 mètre ou 2 mètres, ça serait suffisant. Simplement aux projections, pour moi, c'est un peu limite. Alors revenons sur la tête de caméra. Vous allez vous rendre compte que cette tête de caméra, elle a plein de possibilités de fixation. Dans le petit kit que j'ai choisi, vous avez d'abord une espèce de collier pendentif avec un aimant qui permet de fixer, voilà, la caméra un petit peu comme on le souhaite. Alors je trouve que c'est un peu gadget, pour moi ça ne me sert pas à grand chose. Le mettre sous le t-shirt pour faire une explication de cours de cuisine, ça ne m'intéresse pas spécialement. En sport, c'est pas suffisamment fixé, ça va se balader un peu partout, donc bon, pas forcément extraordinaire. Par contre, il existe une fixation comme celle-ci, donc ça c'est un clip qui vient se fixer sur, par exemple, une casquette ou mieux une visière de casque. Vous avez sur cette fixation un module qui permet d'accrocher votre tête de caméra. C'est très facile, très pratique, et là encore, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup. Alors, petit coup de théâtre, vous le voyez, là, il n'y a plus rien. Et ouais, j'étais en train de faire une belle grimpette. Vous allez la voir immédiatement. Voilà. Et d'un coup, je vois sur mon écran de contrôle plus de caméra. Ouh, un petit coup au cœur. Alors j'ai parcouru un petit peu les quelques dizaines de mètres avant que je me rende compte que la caméra n'était plus là. Et coup de bol monstrueux,
elle était là. Et mais pour vous dire que ça c'est bien, mais il faut un winch, une petite cordelette pour assurer la sécurité. Et une fois de plus, ça ne vaut pas un bon harnais. Malheureusement, lorsque vous avez fixé votre tête de caméra comme ceci, eh bien, le module, lui, ne peut pas être fixé sur une fixation GoPro habituelle, puisqu'il n'a pas les petites pattes rétractables. Il faut pour cela soit prendre ça dans le kit, soit l'acheter en supplément. C'est une patte de fixation modulable avec les pattes GoPro et même une fixation avec un pas de vis ici. Sachez que ça, il m'en faut au moins 2 ou 3. C'est vendu à prix d'or par GoPro, puisque ça coûte la modique somme de 40 € chaque module de fixation, comme ceci. Autre point notable, c'est que le verre de protection de l'objectif est amovible. Et heureusement, parce que vous le voyez à l'image, il a pris déjà pas mal de pète au casque, ce verre de protection, et il faut pouvoir le changer facilement. C'est tout à fait faisable. Je vais même vous le montrer en direct puisque celui-ci est vraiment abîmé. Donc il suffit pour cela de dévisser de cette façon-là. De penser à aller acheter le verre supplémentaire sur le site DJI. Alors attention au pas de vis, hein, il est assez fin et assez fragile. Et voilà. Je vous conseille quand même d'en acheter au moins 1 ou 2 d'avance parce que c'est vraiment quelque chose qui s'endommage assez rapidement parce que la caméra elle peut tomber, elle peut frotter contre des arbres, elle peut éventuellement lors d'une chute en VTT se retrouver sur la terre. Tout ça fait que ça peut vraiment s'endommager assez rapidement. L'avantage, contrairement à d'autres modèles, c'est que ça se change très facilement, vous l'avez vu, très rapidement et ça c'est vraiment une très bonne chose. Parlons un petit peu maintenant du cœur du problème, à savoir la qualité d'image. Alors on est sur un capteur de 1 sur 1,3 pouces, c'est déjà pas mal pour une toute petite caméra comme ça. La qualité d'image, elle est très bonne, surtout si vous filmez comme c'est possible en D-Log, en 10 bits. Là vous allez avoir une très belle image pour un peu qu'il y ait un tout petit peu de lumière et vous allez pouvoir ensuite étalonner à loisir comme vous le souhaitez avec une image qui a quelque chose d'assez naturel et d'assez intéressant. Petit point important, dans les fonctions que vous allez pouvoir choisir, je vous conseille de diminuer la netteté. Ça permet d'avoir une image qui est un petit peu moins artificielle, un peu moins smartphone, on va dire, et vous arrivez comme ça à avoir quelque chose vraiment qualitatif qui est intéressant. Je vous mets quelques exemples de différentes images. Vous allez voir que c'est quand même vraiment sympa. Pour ceux comme moi qui cherchent à avoir une qualité un petit peu supérieure, ce D-Log plus diminuer un petit peu la netteté permet vraiment d'avoir quelque chose de très qualitatif, vraiment intéressant, une fois de plus, à condition qu'il y ait de la lumière, parce qu'à la montée en ISO, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Elle est correcte, on va dire, jusqu'à 1600 ISO. Au-delà, moi, je préfère m'en passer. Alors on va faire le tour ensemble quand même. À 800 ISO en mode normal 8 bits. Comme d'habitude, les couleurs sont un petit peu trop saturées, mais c'est quand même exploitable en tant que tel. Ensuite, on passe en log 10 bits. Une fois étalonné, on retrouve des couleurs qui sont plus respectueuses de la réalité, mais déjà une petite montée en bruit. À 1600 ISO, montée en bruit qui est très linéaire, qui est assez réduite par rapport aux 800 ISO, encore exploitable. À 3200 ISO, le bruit continue de monter très légèrement sur une image fixe. Dès que l'on commence à bouger, eh bien là, ça devient un petit peu plus compliqué avec des pertes d'informations beaucoup plus notables. Et puis si on essaye le mode Super Night proposé par DJI, on a vraiment une accentuation des couleurs, du contraste et une perte assez notable du détail. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup ce type d'image. Parlons de la batterie. Vous avez 2 batteries, bien sûr, parce qu'il y a 2 corps dans ce DJI Nano. La batterie sur la tête de caméra, elle fait très exactement 530 mAh. Elle permet déjà d'avoir, je dirais, une autonomie tout à fait correcte. Hein. C'est pas du gadget. On va pouvoir faire un certain nombre de séquences. L'autonomie est quand même vraiment assez bonne, je trouve, hein, sur cette Nano. Pour moi, ça pose pas trop de problèmes dans des balades au moins à la demi-journée, voire même à la journée, dans la mesure où je fais vraiment que de petits extraits, de petites prises de vue courtes, même si elles sont nombreuses, ça passe. Et puis donc quand on remet
la tête de caméra sur le module de contrôle, eh bien, on a le droit à une recharge totale, complète, et voire même un petit peu plus. Donc c'est appréciable. Quand je vous aurais dit en plus que cette autonomie peut être renouvelée très rapidement, cette nano elle recharge vraiment vite, c'est assez surprenant puisqu'on peut passer de 0 à 80%, ce qui est déjà énorme, en moins de 15 minutes. Il n'empêche que si ma GoPro Hero 11 Black, bien qu'elle ait reçu ces dernières semaines des batteries neuves, j'en ai acheté des nouvelles, et bien cette Hero 11 elle tient moins bien que ma nano. Cependant c'est très facile pour moi d'acheter une, deux, trois, quatre batteries pour la Hero et puis de les changer sur le terrain sans aucun souci. Donc ça me procure une très bonne autonomie et c'est assez simple à faire, y compris garder les batteries bien au chaud dans la veste quand je suis en montagne. Ça c'est quand même un avantage. Autre point intéressant, le son. Je vous fais là aussi écouter les sons que l'on peut avoir sur la nano. Il y a 3 micros intégrés sur cette petite caméra, c'est quand même dingue. 3 caméras en route, la nano, la Hero 11 et l'Over-Air X1 Pro. Alors il faut faire attention parce qu'il y a énormément de feuilles bien sûr, cette fin d'automne. Et on voit pas les racines et les rochers et ça peut prêter à conséquence avec un terrain aussi glacé, donc on va rester bien prudent. Et le son est vraiment très correct, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent, bien sûr. Là aussi, j'aurais bien aimé avoir une enveloppe qui me permette, un peu comme sur le module média de la GoPro, entourer la petite tête de caméra de façon à pouvoir bénéficier toujours de ce son correct, y compris lorsque je me déplace rapidement en ski ou en VTT, ou qu'il y a beaucoup de vent. Alors cet inconvénient peut être assez facilement contourné, puisque cette nano est bien sûr compatible avec tout l'écosystème de DJI, et ça c'est une force indéniable, puisque là on va pouvoir brancher directement un mic mini par exemple, les micros portatifs sans fil de DJI. C'est très efficace, c'est très facile, très pratique, et il suffit ensuite de mettre une petite bonnette sur son mic mini, voire le mettre dans une poche, et là vous avez un micro qui ne va pas être gêné par le bruit du vent lors du déplacement, et c'est très intéressant, très efficace. Parlons de la surchauffe maintenant. Alors cette surchauffe, pour moi, elle n'a jamais été un problème. Une fois de plus, mon usage est un usage sportif, des séquences courtes à l'extérieur, donc forcément c'est l'idéal contre la surchauffe. Par contre, si vous êtes à l'intérieur, dans un studio par exemple, si la pièce est chauffée à 20-25 degrés ou plus, vous allez voir apparaître des problèmes de surchauffe en filmage continu entre 20 et 45 minutes, suivant les conditions et suivant le réglage que vous utilisez. Est-ce que vous prenez du 10 bits, du D-Log ou non? Bref, ça va être quelque chose qui va vous embêter assez rapidement. Alors en conclusion, eh bien, est-ce que je vais garder cette nano? Oui, pour l'instant je la garde parce que je crois qu'il n'y a pas mieux sur le marché en termes ratio qualité-prix, parce que ça on n'en a pas parlé du prix. Et ouais, c'est vendu moins de 300 €. C'est quand même une aubaine d'avoir un matériel aussi léger, aussi petit et quand même qualitatif à un prix, j'ose pas dire réduit, mais vraiment raisonnable. C'est presque 2 fois moins cher que la concurrente d'Insta360. Oui, je la garde. Maintenant, j'aimerais avoir ces améliorations. Je vous ai parlé de la taille de l'écran. J'aimerais vraiment un module de transmission un petit peu plus gros, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus lourd, mais avec un écran plus qualitatif. Et puis avoir une transmission directe aussi, sur un retour direct des rushs que l'on vient de filmer sur ce module de transmission, sans avoir à sortir son smartphone. Ce sont vraiment les 2 défauts les plus agaçants dans mon usage, mais hormis cela, c'est vraiment déjà une très belle réussite que cette nano. Alors si je voulais encore un petit peu améliorer les choses, eh bien je vais dire que une sensibilité encore un petit peu plus grande, ça passerait par un capteur encore un peu plus grand, pourquoi pas un capteur d'1 pouce, si c'est possible de le rentrer dans une toute petite caméra comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça serait pas mal, de façon à avoir, je dirais, une qualité d'image en pénombre encore améliorée.
Alors oui, je la garde cette nano, c'est validé, même si ces petits défauts m'agacent un peu, ben, ça sera peut-être corrigé dans la prochaine version. On sait que DJI ont un service recherche et développement très prolifique et qui a des nouveautés pratiquement tous les mois. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, il y a encore plein de choses qui arrivent d'ici Noël, donc ne ratez rien en vous abonnant, en activant les notifications comme d'habitude. À très bientôt, ciao bye.